Je me suis réveillé un dimanche et ma femme n'était plus là. Sur le frigo, un mot, adieu, perdant, je ne t'ai jamais aimé. Le lendemain, des alertes de fraude ont commencé à arriver sur l'application de la banque et sur les cartes de crédit, mais j'ai juste ri parce que elle a fini par recevoir un nouveau bracelet électronique. Laura et moi nous sommes rencontrés il y a 7 ans dans un café. Je travaillais sur mon ordinateur portable. Elle est entrée avec un sourire qui semblait tout illuminer. Nous avons parlé, ri et très vite nous étions inséparables. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, avons acheté une maison, adopté un chien. Je croyais que nous étions heureux. Mais, la dernière année, Laura a changé. Elle est devenue obsédée par la salle de sport, parlant sans cesse de son coach, Diego. Je voyais ça comme quelque chose de normal, je la soutenais, je lui ai même payé des séances. Je n'ai pas vu les signes, les sorties fréquentes, les réponses sèches, les stories sur les réseaux où Diego était toujours présent. J'ai cru que tout allait bien. Quelle erreur. Ce dimanche matin, je me suis réveillé et Laura n'était pas là. Le lit était vide, la maison silencieuse. Je suis descendu à la cuisine en pensant qu'elle serait peut-être là. Mais je n'ai trouvé qu'un mot collé au réfrigérateur avec un aimant en forme de cœur que nous avions ramené d'un voyage. Il y était écrit « Adieu, perdant. Je ne t'ai jamais aimé. » Je suis resté figé, le papier à la main, le monde s'écroulant autour de moi. 7 ans ensemble, 5 ans de mariage, et ça, un mot comme ça. J'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. Contre toute attente, elle a décroché. « Qu'est-ce que tu veux ?» dit-elle d'une voix glaciale. « Laura, que s'est-il passé ? Où es-tu ? C'est quoi ce mot ? » ai-je demandé, en essayant de ne pas crier. « C'est fini, Juan, je ne te supporte plus. Je m'en vais. Ne me cherche pas » et elle a raccroché. J'ai essayé de rappeler, mais j'étais déjà bloqué. Ses réseaux sociaux avaient disparu, comme si elle s'était évaporée. J'ai regardé autour de moi. Ses vêtements étaient toujours dans l'armoire, mais son portefeuille, ses clés et son téléphone manquaient. Ce n'était pas seulement une dispute, c'était prémédité. Le lundi, tout a explosé. J'étais au travail quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Alerte de la banque, des cartes de crédit, des milliers de dollars dépensés en hôtels de luxe, boutiques haut de gamme, billets d'avion. J'ai appelé la banque et ils m'ont confirmé que les comptes étaient à mon nom, mais je n'avais pas effectué ces achats. Assis, sonné, j'ai alors ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que j'ai compris. Laura ne s'était pas contentée de partir, elle me volait et elle n'était pas seule. Je suis analyste financier, je sais suivre la piste de l'argent. J'ai ouvert l'ordinateur et passé en revue les transactions. C'était des dépenses d'amant. Un hôtel à Miami, des bijoux, des vols pour Las Vegas. Qui dépense ainsi ? Quelqu'un qui pense ne pas se faire prendre. Et j'ai pensé à Diego, le coach de Laura. Depuis des mois elle se comportait étrangement, toujours à la salle à poster des stories avec lui. Je pensais que c'était sain, mais maintenant tout prenait sens. Diego avec son sourire parfait et ses photos à la salle. Diego qui était avec ma femme. J'ai appelé Marcos, mon meilleur ami. C'est le type qui a toujours un plan, même s'il exagère parfois. Je lui ai raconté le mot, l'appel et les alertes. « Mec, on t'a arnaqué » m'a-t-il dit. « Ta femme est avec ce type et il dépense ton argent. Mais on va leur montrer. » « Comment ? » ai-je demandé. « Gèle les comptes, suis toutes les traces. S'ils sont aussi idiots qu'ils en ont l'air, ils vont se louper. » Cette nuit-là, Marcos est venu chez moi. J'ai gelé les comptes que je pouvais et signalé la fraude à la banque. J'ai aussi consulté un avocat, Javier, que ma sœur Clara m'a recommandé. Clara était furieuse. « J'ai toujours su que Laura était une vipère » a-t-elle dit en apportant de la nourriture pour que je ne sombre pas. Je n'ai rien répondu, mais je savais qu'elle avait raison. Javier a été direct, documente tout. Pas d'émotion, que des preuves. J'ai acquiescé. À l'intérieur, j'avais envie de hurler. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la trahison. Cet appel, cette voix froide, je ne t'ai jamais aimé. Je voulais que Laura et Diego paient. Les jours qui ont suivi ont été fous. Chaque alerte bancaire était un indice. Laura et Diego étaient à Las Vegas, dépensant comme si l'argent n'existait pas, voitures de luxe, suites de casino, vêtements hors de prix, mais ils étaient négligents.
Laura n'avait pas déconnecté la session de notre compte email partagé et tout y était, reçu, confirmation de vol, message avec Diego, des choses qui me donnaient la nausée. Ne t'inquiète pas, amour. Le perdant ne remarquera rien, avait-il écrit. Quel couple de génies. Marcos a ri en lisant. Ce sont des idiots. On va s'en servir. J'ai tout transmis à Ravière. Chaque transaction était une preuve de plus. Mais je ne voulais pas seulement récupérer l'argent. Je voulais que leur mensonge éclate. Plutôt que d'exposer tout ça publiquement, j'ai décidé de commencer par notre cercle proche. J'en ai parlé à Clara et à mon frère Thomas, et je leur ai montré les preuves. Ils en ont parlé à d'autres amis et membres de la famille. Bientôt, tout le monde a commencé à commenter. Comment Laura a-t-elle pu faire ça? Et ce Diego avait toujours l'air si sûr de lui. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre parmi ceux qui connaissaient Laura. Certains l'ont même confrontée par message pour savoir ce qui se passait. Elle répondait par des excuses vagues, mais personne n'y croyait. J'ai suivi leurs traces comme si c'était un jeu, je gelais des comptes, je traçais les achats. J'ai contacté les émetteurs de cartes, j'ai tout signalé. Pendant ce temps, notre entourage continuait à suivre l'histoire. Une cousine de Laura a repéré une photo d'elle dans un casino à Las Vegas et nous a envoyé la capture. « Que fais-tu là-bas à dépenser autant ?» a-t-elle écrit. Laura n'a pas répondu, mais la cousine nous a transmis l'image. J'ai souri. Il tombait dans le piège. Ma famille a été essentielle. Clara m'a soutenu, m'apportant à manger et parlant avec moi. Thomas, qui est un nain en informatique, a retracé les adresses IP des emails. Il se trouvait dans un hôtel à Las Vegas. Chaque nouvelle information me rendait plus fort, mais tout n'était pas facile. La nuit, le mot et l'appel revenaient sans cesse dans ma tête. Je ne t'ai jamais aimé. Sa voix froide au téléphone. Ça faisait mal. Ce n'était plus de l'amour, c'était une plaie ouverte. Je me suis juré de ne pas laisser ça me détruire. Ravière m'a appelé en fin de semaine. Les preuves sont solides, a-t-il dit. On peut porter plainte pour fraude et usurpation d'identité. Si on continue comme ça, non seulement tu récupéreras l'argent, ils iront en prison. Parfait, ai-je répondu en regardant le mot posé sur la table. Que le jeu commence. Marcos et moi passions nos nuits à relire emails et reçus. Laura n'avait pas fermé la session de notre compte partagé, c'était un cadeau. Nous avons tout trouvé, réservation dans des hôtels de luxe, achat de vêtements, jusqu'à un email où Diego se vantait d'une montre à 10 000 $ payée avec ma carte. L'idiot ne remarquera même pas, avait-il écrit. J'ai eu envie de rire. Comme ils étaient à côté de la plaque. Ravière, l'avocat, me gardait concentré. Documente tout, répétait-il. Si tu veux qu'il paie, il nous faut des preuves solides. Il m'a donné une liste, transactions, messages, tout ce qui prouvait qu'il utilisait mon identité. J'ai gelé toutes les comptes possibles, y compris une carte de crédit secrète que Laura avait ouverte à mon nom. J'ai aussi signalé la fraude à la banque, qui a ouvert une enquête. À chaque démarche, je me sentais plus fort. Mon frère Thomas a été indispensable. Le gars est un génie en informatique et il a retracé les adresses IP des emails de Laura. Nous avons confirmé qu'ils étaient logés dans un hôtel à Las Vegas et avons trouvé un contrat de location d'une voiture de luxe au nom de Diego, payé avec ma carte. C'est de la pure fraude, a dit Ravière quand je lui ai montré. On les a. Pendant ce temps, notre entourage faisait sa part. Ma sœur Clara a veillé à ce que tout le monde sache la vérité. Elle en a parlé aux amis, aux cousins et même à la mère de Laura, qui est devenue furieuse. Je ne l'ai pas élevée pour ça, a-t-elle écrit en exigeant des explications. Laura répondait par des excuses, mais personne n'y croyait. Même les amis les plus proches, comme Pablo, ont commencé à douter d'elle. Pablo m'a appelé un soir. Je ne savais pas que Laura était comme ça, Juan, je suis désolé. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, mais intérieurement j'étais satisfait de voir son masque tomber. Pour augmenter la pression, Marcos a eu une idée brillante. Nous avons contacté l'hôtel où Laura et Diego étaient en prétendant être la banque. Nous avons demandé de vérifier la carte de réservation, sachant qu'elle avait été bloquée. L'hôtel a essayé de prélever, n'a pas pu et leur a envoyé une notification. Dans un email intercepté, Diego écrivait. Que se passe-t-il avec les cartes? Ça ne me semble pas bon. Laura a répondu. Calme-toi,
on va arranger ça. Ils étaient nerveux et cela m'a fait plaisir. Plus tard, Thomas a trouvé encore mieux, Diego avait un passé de fraude. Il avait déjà été poursuivi des années auparavant pour avoir escroqué un client dans une autre salle de sport. Clara en a parlé à un ami qui travaillait dans la salle où Diego était maintenant, et rapidement les rumeurs ont commencé à se répandre. Des clients ont annulé des cours et la direction a lancé une enquête interne. Diego perdait sa réputation, et Laura ne pouvait rien faire pour le sauver. Leur erreur finale, avant le procès, est venue d'une maladresse. Nous avons trouvé un email où Laura et Diego prévoyaient de transférer de l'argent de mon compte vers un offshore. Ils ont essayé l'opération, mais comme tout était gelé, la banque a bloqué et m'a notifié. Javier a failli sauter de joie. C'est un crime grave, a-t-il dit. On a la fraude, l'usurpation d'identité et le blanchiment d'argent. C'est fini pour eux. Un matin, Javier m'a appelé avec des nouvelles. La police les a localisés à Las Vegas. Ils vont être amenés pour interrogatoire. Prépare-toi, tu vas les voir bientôt. Mon estomac s'est noué. Depuis cet appel du dimanche, quand elle avait dit « Ne me cherche pas », je n'avais pas reparlé à Laura. L'idée de la confronter me rendait nerveux, mais je voulais aussi la regarder dans les yeux et lui montrer que je n'étais pas anéanti. La rencontre a eu lieu dans une salle de réunion de la banque, où ils avaient été convoqués à cause des transactions. Je suis entré avec Javier et ils étaient là, Laura assise à côté de Diego. Elle avait l'air fatiguée, des cernes et les cheveux en désordre. Diego, lui, essayait de paraître sûr de lui, mais ses mains tremblaient. Quand Laura m'a vu, son visage s'est durci. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle lâché, comme si j'étais le problème. « Je récupère ce qui m'appartient », ai-je répondu calmement. « Et je m'assure que vous payez pour ce que vous avez fait. » Laura a ri, mais c'était un rire nerveux. « Tu n'as rien contre moi. C'est un malentendu, point final. » Un malentendu ? ai-je demandé en sortant du dossier que Javier m'avait aidé à constituer. Transaction frauduleuse, message où vous planifiez de me voler, tentative de transfert à l'étranger. Je continue ? Diego a rougi. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il murmuré sans me regarder. Laura s'est penchée vers moi. Tu es pathétique, Juan. Tu l'as toujours été. C'est pour ça que je t'ai quitté. Ces mots ont fait mal, je ne vais pas mentir. Mais au lieu de me briser, ils m'ont donné de la force. Continue, ai-je dit. Tout ce que tu diras sera utilisé au tribunal. Laura a pâli. Diego a posé la main sur son bras comme pour lui dire, tais-toi. Je suis sorti de là avec la sensation d'avoir gagné cette manche. Le procès a commencé une semaine plus tard. Javier avait monté un dossier solide et le procureur était de notre côté. La première audience s'est tenue dans une petite salle, avec Laura et Diego assis en face, représentés par un avocat qui semblait dominer la situation. Le procureur a exposé les preuves, les reçus, les emails, le contrat de location de voiture, la tentative de transfert vers un compte offshore, chaque document était un coup dur, et je voyais Laura et Diego devenir de plus en plus nerveux à chaque révélation. Javier m'a préparé pour témoigner. Quand je suis monté à la barre, j'ai raconté tout, le mot, l'appel, les alertes bancaires, comment j'avais découvert leur plan. Je suis resté calme, même si intérieurement j'avais envie de crier. L'avocat de Laura a essayé de me dépeindre comme un mari paranoïaque, mais Javier a démonté ses arguments avec des questions qui ont montré clairement que Laura et Diego avaient agi avec intention. Le plus satisfaisant a été de voir Laura tenter de se justifier. Elle est montée à la barre et a affirmé que tout n'était qu'un malentendu, qu'elle ne savait pas que ces cartes étaient à mon nom. Le procureur l'a mise en pièces en montrant les messages où elle et Diego planifiaient tout. Diego n'a pas mieux fait, il a essayé de rejeter la faute sur Laura, disant qu'elle l'avait poussé. Le juge avait l'air peu impressionné. Après la première audience, Javier m'a dit, ça se passe bien, mais ce n'est pas fini. Il faut maintenir la pression. Je savais qu'il avait raison. Laura et Diego pouvaient encore tenter quelque chose, et je ne comptais pas baisser la garde. Ce soir-là, Clara et Marcos sont venus fêter. Tu les as coincés, a dit Marcos en levant une bière. Clara a acquiescé, ils l'ont bien mérité. Mais ne te repose pas, Juan, a ajouté Clara, et elle avait raison. Le mot de Laura restait sur ma table, me rappelant pourquoi je faisais tout ça, je ne t'ai jamais aimé. Ces mots me faisaient moins mal maintenant, ils étaient ma motivation.
Le procès avançait et chaque audience était un spectacle. Laura a essayé de se faire passer pour la victime, prétendant être confuse et qu'on l'avait manipulée. Diego, lui, a rejeté toute la responsabilité sur elle, affirmant qu'il ne faisait qu'obéir. Le juge les regardait avec un mélange d'ennui et de mépris, et le procureur les démontait question après question. Une fois, Laura a commencé à crier à la barre, m'accusant d'obsession et affirmant que tout était de ma faute parce que je ne lui donnais pas d'attention. Le procureur a alors montré un email où elle écrivait à Diego, « Quand on aura fini avec son argent, on sera sur une plage en train de rire. » La salle est devenue silencieuse, Laura s'est effondrée sur sa chaise. Ça a valu de l'or. En dehors du tribunal, je continuais à serrer l'étau. Clara et Marcos veillaient à ce que notre cercle proche maintienne la pression. La mère de Laura, qui ne pouvait plus la défendre, a coupé les ponts. Des amis communs comme Pablo ont cessé de lui parler. Même la salle de sport où travaillait Diego l'a licencié après que les rumeurs de fraude se sont propagées. Clara m'a dit que Diego avait tenté de trouver du travail ailleurs, mais personne ne le voulait. Il n'a plus d'option, a-t-elle souri. Beau boulot, Juan. Thomas restait indispensable. Il a retrouvé un compte email secondaire que Laura utilisait pour communiquer avec Diego et a trouvé quelque chose de précieux. Ils avaient essayé de vendre la montre à $10 000 dans une maison de vente à Las Vegas. L'affaire ne s'est pas faite parce que la police les surveillait déjà, mais l'email constituait une preuve supplémentaire. Javier a présenté cela au tribunal et le juge a pris note, l'air de penser, ça sent la fin. Pourtant, Laura et Diego ne se rendaient pas facilement. Une nuit j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Laura, si tu continues, tu vas le regretter. On peut trouver un accord. J'ai ri. Qu'est-ce qu'elle pouvait m'offrir? J'ai montré le message à Javier, qu'il a ajouté au dossier comme tentative d'intimidation. Ils sont désespérés, a-t-il dit. C'est bon signe. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils vont perdre. Le point de rupture est arrivé à l'avant-dernière audience. Le procureur a appelé un témoin surprise, un employé de la maison de vente à Las Vegas. L'homme a confirmé que Laura et Diego avaient tenté de vendre la montre et que Diego était devenu agressif quand on lui a demandé une pièce d'identité. Le témoignage a été dévastateur. L'avocat de la défense a eu à peine le temps de poser des questions, et à la fin, Diego avait l'air de vouloir disparaître. Laura, pour la première fois, n'a rien dit, elle fixait le sol. Ce soir-là, Marcos a apporté des bières pour célébrer, « Mec, tu les tiens », s'est-il exclamé. C'est mieux qu'un film. Clara a souri, qu'ils aillent se faire voir. Mais continuez à ne pas baisser la garde, ont-ils insisté. Ils avaient raison. Même si le procès allait dans notre sens, je voulais m'assurer qu'il n'aurait aucune échappatoire. J'ai eu une idée et l'ai réalisée avec l'aide de Thomas, tout dans la légalité. Nous avons créé un compte sur les réseaux sociaux pour exposer la vie d'ostentation de Diego et avons publié une capture d'un des emails où il se vantait d'avoir escroqué, le perdant. Nous n'avons mentionné aucun nom, mais nos amis savaient exactement de qui il s'agissait. La publication a circulé dans notre entourage, et très vite Diego est devenu la risée du groupe. Un client de la salle de sport lui a même écrit. « Comment as-tu pu tomber aussi bas, mec ?» Diego a supprimé son compte le lendemain. Ce fut une petite victoire, mais suffisante pour me faire sourire. L'audience finale fut le clou du cercueil. Le procureur a présenté toutes les preuves des emails au témoignage de l'employé de la maison de vente. Javier a conclu par un discours qui a plongé la salle dans le silence. Ils n'ont pas seulement volé de l'argent. Ils ont volé la confiance, la sécurité et la dignité. Ils ne méritent aucune clémence. Quand il a terminé, le juge s'est retiré pour délibérer. Laura et Diego évitaient de se regarder, ils savaient que tout était fini. Le verdict est tombé rapidement, coupable de fraude, d'usurpation d'identité et de tentative de blanchiment d'argent. Laura a été condamnée à 3 ans de prison et à une amende qui la laisserait ruinée. Diego, en raison de son passé d'escroquerie, a écopé de 5 ans. En plus, il devait rembourser chaque cent dépensé, ce qui signifiait qu'il sortirait de prison sans rien. Quand le juge a terminé la lecture du verdict, Laura m'a regardé de l'autre côté de la salle. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement de la défaite. Je suis parti sans dire un mot. Après le procès, j'aurais pu savourer la victoire, mais je ne le voulais pas. Le mot de Laura, toujours posé sur ma table, ne faisait plus mal. Ce n'était plus qu'un morceau de papier. Mais la douleur qu'elle m'avait causée, ce vide, m'avait donné une idée.
Pendant toute cette affaire, j'avais beaucoup appris sur les fraudes et la traçabilité des escroqueries. J'ai pensé à toutes ces personnes qui vivent la même chose, trahies, volées, humiliées. Je voulais les aider. Avec l'argent récupéré et l'aide de Marcos et Thomas, j'ai fondé une petite entreprise. Je l'ai appelée Escudo, bouclier, et son but était simple, protéger les gens contre les fraudes comme celles que Laura m'avait infligées. Nous avons commencé à proposer des services de surveillance de comptes, de conseils juridiques et d'éducation à la sécurité financière. J'ai embauché quelques spécialistes, dont un ami de Thomas expert en cybersécurité. En quelques mois, nous avions déjà des clients, des familles, des petites entreprises et même quelques célébrités qui avaient été escroquées. Chaque dossier résolu était comme refermer un autre chapitre de ma propre histoire. Clara est devenue ma plus grande supportrice. « Regarde ce que tu as accompli », m'a-t-elle dit un soir pendant le dîner. « Tu as transformé ta douleur en quelque chose de grand. » Marcos, toujours le blagueur, a ajouté. « Et en prime, tu as donné une belle leçon à ces deux idiots. » Nous avons ri, mais je savais qu'il avait raison. Laura et Diego n'avaient pas seulement perdu leur liberté, ils avaient perdu leur réputation, leurs amis et leur avenir. Et moi, je construisais le mien. Tout n'a pas été facile. Certaines nuits, l'écho de la voix de Laura, « Je ne t'ai jamais aimé », me revenait en tête. Mais au lieu de me briser, je l'utilisais comme carburant. Je n'étais pas le perdant qu'elle imaginait. J'étais quelqu'un qui s'était battu et qui avait gagné. Peu à peu, j'ai reconstruit ma vie. J'ai recommencé à sortir avec des amis, j'ai rejoint un groupe de cyclisme et j'ai même adopté un autre chien, un labrador maladroit qui remplissait la maison de joie. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Laura, envoyée depuis la prison. C'était une tentative d'excuse. Elle disait être désolée, que Diego l'avait manipulée. Je n'ai rien ressenti en la lisant. Je l'ai déchirée et jetée. Je n'avais plus besoin de ces mots. Ce chapitre était clos. Aujourd'hui, en écrivant ceci, je suis dans mon bureau d'Escudo. Nous avons une nouvelle affaire, une femme dont la partenaire l'a escroquée avec une arnaque semblable à celle de Laura. Je l'aide à récupérer son argent et sa confiance. Chaque fois que j'aide quelqu'un, j'ai l'impression de redonner un sens à ce que j'ai vécu. Laura et Diego pensaient m'avoir détruit. Mais ils ont fait exactement le contraire, ils m'ont donné un but. Commentaire Monsieur Reddit. Parfois, la plus grande vengeance, c'est simplement de se relever, de réussir, et de laisser ceux qui t'ont détruit pourrir dans leur propre ruine.